c'est une perception personnelle, puisque j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de gossip. A priori, il y aurait une relation assez bizarre pendant le tournage, parce que Jared Leto a un côté un peu acteur studio, c'est-à-dire que lui, quand il est dans un personnage, il est à fond tout son tournage. Pendant le tournage de Dallas Buyers Club, où il joue donc comment dire, un travesti prostitué et accro à la drogue, il était habillé en femme, paraît-il, tout le temps. C'est-à-dire que même hors du tournage, il finissait le shootage, ils allaient manger un morceau, il était en femme. Donc c'est un style de préparation, de mise en condition émotionnelle et créatif tout simplement de l'acteur. C'est un truc un peu comment dire, jusqu'au boutiste, mais si je dois faire une parenthèse rapide, il y a ceux qui font ça, c'est-à-dire qui se mettent à fond dans le personnage au point de jamais en sortir. C'est leur manière à eux d'être constamment dans de devenir de plus en plus naturel, parce que ça devient leur nature pendant un moment donné, toute proportion gardée évidemment. Jared Leto s'est pas mis à buter des gens pour rigoler, mais je veux dire, vous voyez l'idée quoi. Et dans on va dire que de l'autre côté du spectrum, on a des acteurs qui apprennent simplement à bien mentir, voire à très bien mentir. Par exemple, Hugh Jackman, il vient du musical et lui, ça a toujours été son credo, c'est-à-dire être un bon acteur, c'est être un bon menteur, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de problème à faire des films où il s'humilie énormément, notamment. Par contre, Jared Leto a beaucoup plus de mal. Il a fait beaucoup de films, mais si on regarde sa filmographie, ça reste globalement très sérieux. Je sais pas s'il a fait beaucoup de vraies grosses comédies, comme d'autres acteurs ont pu en faire. Lui, c'est pas son truc, quoi. Mais c'est vrai aussi que quand on a tendance à avoir ce système de préparation pour devenir le personnage, est-ce qu'on a envie de se ridiculiser soi ou de se voir ridicule? C'est vraiment personnellement, puisque là, dans le style de l'acteur studio et donc de Jared Leto, il s'agit de devenir le personnage. Donc il vaut mieux l'aimer. Vous avez compris, hein, des deux côtés du spectrum, il y a des limites. Si Jared Leto devient un personnage qu'il n'aime pas, il va avoir du mal à le jouer. Donc par définition, il va tordre l'écriture du film, l'écriture du scénario, il va proposer des choses au tournage, il va être assez difficile, mine de rien, à gérer, parce qu'à un moment donné, il va se voir comme le personnage, à court ou moyen terme. Donc il va proposer des idées géniales, probablement, mais il va aussi proposer des trucs qui sont un peu sa perception du machin. Et là, le réalisateur, il doit faire avec à un moment donné. Parce que même si Jared Leto, Margot Robbie par exemple, mais je parle essentiellement de Jared Leto, si Jared Leto a de bonnes idées, par moment, il va tordre ce qu'on voulait faire au départ, faire quelque chose d'autre. Il va proposer quelque chose et il va rester là-dessus. Et on aura beau lui dire en tant que réalisateur, non mais attends, tu pourrais peut-être faire comme ça, machin, nuancé, bla. Il peut... C'est pas qu'il le refuse, mais il va pas assez bien le faire pour qu'on puisse l'utiliser ensuite. Ce que lui aura proposé sera probablement meilleur. C'est parce qu'il le jouera mieux, il sera plus impliqué. Donc c'est très délicat comme rapport. Et à l'inverse, un acteur qui ne sait que, entre guillemets, mentir, il va par définition faire ce que vous voulez. Il risque d'avoir un pouvoir de proposition beaucoup plus limité. Or, ça arrive toujours que donc, quand on a 6 ou 7 personnages dans un film, on n'ait pas des idées pour tous les personnages. On a besoin souvent que les acteurs nous nourrissent, que les scénaristes et tout, mais les acteurs au tournage, ils ont une marge d'action qui leur permet d'inventer des choses. Et là, si l'acteur est un peu sec et vous apprend rien, ça devient dur, parce que par définition, on a tous une capacité d'écriture plus ou moins grande. Il y a des scénaristes et des réalisateurs qui ont une capacité à vous écrire 20 personnages complètement singuliers, complètement différents, dans le genre de Paul Thomas Anderson, par exemple, hein, avec Magnolia et d'autres, Robert Altman, enfin plein de réalisateurs comme ça. Mais en général, la grande majorité des réalisateurs, je le constate à l'expérience et à force d'avoir vu des films, il y a 2, 3, 4 types de personnages leur univers se résume grosso modo à ça, avec l'expérience, avec le temps, avec l'âge aussi. Ils gagnent parfois des capacités à en écrire des nouveaux, qui vont être vraisemblables. Mais en général, ça tourne autour des 3-4, et c'est déjà très bien. Il y a même des réalisateurs qui n'en ont qu'un de type de personnage, et c'est pas forcément une limite en soi, hein, ça peut donner des films très sympas. Hein. J'encensais dernièrement dans les vidéos de Jason Bourne, Paul Greengrass. J'ai presque envie de dire qu'il sait écrire qu'un type de personnage. Ce serait presque la grande force de son écriture, parce que par contre, au niveau réalisation et au niveau utilisation du jeu d'acteur et des finesses de jeu d'acteur, là par contre, il est extrêmement fort. Là, au montage et au découpage du film, ça
la densité des personnages viennent de leur jeu, viennent de leur présence physique. C'est pour ça que Paul Greengrass, s'il jouait avec des acteurs plus limités, je pense que ce serait vraiment problématique. Parce que justement, dans l'écriture, ces personnages ont le même vocabulaire, la même manière de s'exprimer. C'est très rarement, ils sont différents. Là, au moins, à cet endroit-là, je trouve que dans Fury, en tout cas, David Ayer, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Par contre, et là, ça devient plus délicat, quand on a un mec comme Will Smith, donc, j'y reviens. Déjà, oui, je sais, je m'embrouille, mais juste pour finir sur Jared Leto d'abord. Jared Leto et Will Smith, visiblement, avaient un rapport un peu particulier pendant le tournage. Bon, il y a eu des magazines People qui ont dit que, bon, grosso modo, il se faisait la gueule, machin, parce que Jared Leto, il était froid. Mais non, mais tout le monde connaît Jared Leto et sait comment il travaille, donc c'est pas... ils ont rien découvert, quoi. Ils essaient de... Même Will Smith en parle en disant « Ouais, au départ, je me disais c'était un gros con, puis après, j'ai compris qu'il était le personnage, machin. » Il n'y a jamais eu de problème, en fait. C'est juste que... voilà, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un agir comme son personnage. Mais comme Jared Leto, si je me trompe pas, il a obtenu un Oscar du second rôle pour Dallas Buyers Club, et puis bon, il a joué des personnages incroyables, quoi. Le frère rien, par exemple, le frère dans Lord of War, il joue le frère du personnage principal, de Nicolas Cage, il est magnifique, il joue super bien. Dans Requiem for a Dream, il est formidable. Enfin voilà, c'est un acteur qui vraiment a une panoplie comme ça de personnages extrêmement réussis. Donc les autres acteurs, ils ont pas fait... Il faut pas prendre les acteurs pour des idiots, quoi. À un moment donné, ils savent que Jared Leto, c'est du lourd en termes de jeu d'acteur. Tu vas débarquer Jake Gyllenhaal sur le tournage, tu sais que ça va envoyer. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont ce talent-là, qui l'ont bien travaillé, qui travaillent bien leur pratique, et quand ils arrivent, ils en imposent. Et ben, c'est comme ça, et évidemment que Will Smith le savait. Donc je ferme la parenthèse, il y a eu des gossips, mais franchement, je pense pas qu'on peut lui donner de la crédibilité. Par contre, ce dont on parle pas, et je pense que c'est parce que ça reste encore un des tabous dans le milieu hollywoodien, ça reste un truc de magazine People, alors je pense que ça doit tout doucement commencer à devenir un élément à prendre en compte quand on critique un film. C'est que quand on a des acteurs aussi bankable et lourds en termes financiers que des mecs comme Will Smith, ils imposent des trucs. Et il y a un truc assez impressionnant dans Suicide Squad, c'est à quel point le film a grosso modo 2 tons. Comme je le disais, c'est un peu le bordel, hein, donc on le sent un peu moins. Mais j'ai eu l'occasion de revoir le film, comme je le disais, en introduction de la première partie, je pense, en Italie. Et j'ai vraiment constaté à ce moment-là qu'il y a le film avec Will Smith et le film avec les autres personnages. Et ces films se rencontrent un peu. Mais comme de toute façon, ces 2 films ratés, ça pose pas trop de problèmes, ça fait un grand ratage. Mais c'est encore plus... En fait, si, ça pose un gros problème, je me contredis, mais ça pose un gros problème, c'est que la nature du ton du film est constamment en train de se remettre en cause. On a un film de méchant cool, avec Harley notamment, et le Joker, qui sont très 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 présents, et un film avec Will Smith, où on peut mettre dedans le personnage joué par Joel Kinnaman, là, le chef de section, le soldat, là, et son love interest, son histoire d'amour, qui sont un peu de la même nature, mais qui ont les mêmes naïvetés et le même manque de développement. Donc c'est une histoire, comme je le disais avant, avec sa fille, Will Smith et sa fille, bref. Et ça fait complètement Will Smith movie, c'est les mêmes codes, c'est-à-dire que c'est un mec cool, qui s'habille super bien. Il y a une séquence où on le voit se balader dans la rue avec sa petite fille, puis il a un chapeau comme ça posé sur le côté, et le mec a la classe, il a un côté funk. J'ai envie de dire, c'est triste à dire, parce que c'est une caricature de black cool des années 70, remis au goût du jour 2016, enfin... Mais c'est la classitude totale, c'est un mec qui a la classe, tout simplement, Will Smith. Mais je veux dire... Et du coup, il porte ça de film en film, mais c'est complètement un truc à lui. Ça me fait faire Je suis obligé de faire une parenthèse sur iRobot là-dessus, où il a imposé des trucs, et c'est le film, je trouve, le plus flagrant de toute sa carrière, où on voit à quel point, putain, mais il est allé foutre son bordel dans le travail d'Alex Proya. Je ferai probablement un petit retour là-dessus, parce que c'est un film que je trouve qui est pas assez aujourd'hui défendu, alors que je pense qu'il le mérite, iRobot. C'est vraiment un film très réussi. Bref. Mais il y a trop de Will Smith dedans. C'est le coup, dans iRobot, le coup des Converse, quoi, les Converse des années 2000, parce que voilà, non seulement c'était la marque qui sponsorisait Will Smith d'une certaine manière ou d'une autre, j'en suis quasi certain, même si j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en plus c'est grossier dans le film, c'est supposé donner un côté rétro, amour du rétro du personnage, mais ça tient pas du tout la route.
parce que dans la deuxième partie du film, c'est complètement abandonné, ça devient une sorte de galéjade. En fait, c'est juste du Will Smith dans un film, quoi. Et on a le même problème à un degré moindre dans Suicide Squad, parce que c'est un peu noyé dans la narration, et que mine de rien, on essaye de créer une relation entre lui et Harley Quinn, ce qui fait que bon, au bout d'un moment, l'un dans l'autre, ça finit par faire une histoire. Mais ça reste beaucoup trop présent. Là, je suis en train de faire une critique du genre, il aurait fallu dire à Will Smith. Mais en fait, non. Non. Justement, ce que je voulais dire, c'est l'inverse. C'est que c'est très, très difficile. Il faut être un réalisateur probablement qui a énormément de poids pour pouvoir imposer des trucs à des réalisateurs encore un lapsus, mais à des acteurs comme ça qui peuvent complètement prendre en main une production. Si vous voulez voir le coup d'un acteur qui à un moment donné bankable, qui prend la main sur une production, il faut voir le documentaire autour du film Babylon AD de Mathieu Kassovitz, Fucking Kassovitz, qui est sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais vous faire un retour sur ce film-là à l'occasion. Ça, c'est... Ouais, on va se faire une petite vidéo sur Fucking Kassovitz. Mais là, vous verrez vraiment comment un acteur principal, en l'occurrence Vin Diesel, prend la main un moment sur le projet et à quel point c'est difficile de comprendre le pourquoi du comment pour un réalisateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un documentaire très bien foutu et Mathieu Kassovitz a aussi ses torts. Mais je trouve que quand on voit, pour revenir sur Suicide Squad, on sent vraiment qu'il y a eu ce genre de problème. À un moment donné, la coolitude de Will Smith, elle devait être présente quoi qu'il arrive. Et je trouve que le moment où le film fonctionne le mieux, c'est quand Will Smith est Deadshot. Au contraire, c'est quand il n'est pas Will Smith. À chaque fois qu'il est Will Smith, c'est désagréable. Il fait des vannes à la Will Smith, et à un moment donné, il veut motiver un personnage, il y a toute une sorte de running gag autour de l'entraîneur de basket Phil Jackson et de sa capacité à motiver ses troupes, qui est lourde, qui est complètement déplacée, ça ressemble pas au personnage, enfin, mais au personnage du film. Hein. Je connais pas Deadshot de la BD, moi je connais un peu Deadshot des jeux vidéo Arkham, mais sinon, la série de jeux vidéo Arkham avec Batman, voilà, je le connais pas, et là ça correspond pas au personnage. C'est-à-dire, c'est ça qui est terrible, c'est que ça devient une sorte d'ajout Will Smithesque, et on sent très bien que le réalisateur n'avait pas les moyens, n'a pas su trouver le rapport, mais je pense surtout n'avait pas les moyens de négocier là-dessus, de s'opposer à ça, de dire à un moment donné non. Ce qui fait que tous les acteurs ont un peu fait ce qu'ils voulaient. Dans le leading cast, c'est-à-dire Margot Robbie moins, parce qu'on sent qu'elle voulait vraiment, qu'elle aime vraiment le personnage et qu'elle voulait vraiment donner au réalisateur ce qu'il voulait. Ça se sent dans la retenue, je trouve, qu'elle a eu à un moment donné à être Harley Quinn, même si le film a gardé toutes les vannes qu'elle a pu faire, j'ai l'impression, au tournage, ce qui fait que ça fait un côté très glooby-boulguesque. Bon, ok, ça c'est un truc de vieux. Ça fait un peu bordel organisé. Ça aussi, c'est un truc de vieux. Merde, je trouve pas d'expression Jones pour le dire. Merde. Jones aussi, ça fait vieux. Merde. Putain, je suis complètement à l'arrache, largué, ringard. Bref, tout ça pour dire... Margot Robbie, on sent dans le tournage qu'elle a donné beaucoup et que du coup, le personnage tient plus ou moins la route. Le film est pas bon et son histoire est pas très intéressante. Je suis un peu méchant, mais je vais en parler dans 2 minutes, de l'histoire de Harley Quinn. Par contre, on sent vraiment que Jared Leto aussi, il a fait ce qu'il voulait, il a donné ce côté... c'est le Joker que Jared Leto voulait interpréter. Voilà. Et donc, aussi Will Smith, il a fait ce qu'il voulait. C'est pas possible de donner corps à un film et de donner de la cohérence quand il se passe ce genre de truc. À un moment donné, ça donne un film où on peut avoir des petits bouts, chacun va trouver son petit bout qui lui plaît, mais c'est pas comme ça qu'on obtient un bon film, et surtout un film qui s'est vendu, et j'en reviens sur les bandes annonces, comme un grand film. Donc, l'histoire de Harley avec le Joker, comme j'ai spoilé légèrement avant, c'est une histoire d'amour. Je spoile pas comment ça se déroule, vous le verrez dans le film, mais c'est une histoire d'amour, basta. Il n'y a pas ce qu'on avait pu voir par exemple, là je suis obligé de parler un peu de référence, mais c'est juste pour donner une comparaison, je ne suis pas en train de dire que le film aurait dû être comme ça ou pas. Dans le dessin animé, le Joker utilise complètement Harley Quinn comme un outil. Il se fout complètement de ses sentiments, il se moque d'elle, il est à 2 doigts de la tuer sans arrêt, voilà, elle sert ses intérêts, basta. Dans le film, on n'a pas cette sensation du tout, et très très vite, et à un moment donné, c'est prouvé par une scène très romantique, comme ça. C'est vraiment une histoire d'amour romantique entre 2 fous, 2 asociaux, 2 psychopathes assassins. Et je dois être honnête, je ne trouve pas cette orientation désagréable ou mal foutue. C'est simplement très nunuche,
très romantique, mais ça ressemble au personnage d'Harley Quinn, et à un moment donné, on voit dans le film un fantasme de vie future d'Harley Quinn avec le Joker, et voilà, elle est complètement... C'est une midinette, elle est juste folle. Et lui aussi. Ce qui fait qu'ils s'alimentent comme ça, tous les deux, dans une sorte de frénésie que le film voudrait vendre. Ça, le film y arrive beaucoup moins. Mais grosso modo, on les voit conduire une voiture, voilà... Oh mon Dieu, on respecte pas la signalisation. Bon, c'est des gens dangereux, mais ensemble, on les voit rien faire de particulièrement immoral. C'est dommage d'ailleurs, parce que dans Batman vs Superman, il y a un détail, la fameuse armure de Robin, qui sous-entendrait une histoire assez dégueulasse. Et j'aurais beaucoup aimé qu'ils aillent vers ça, qu'ils nous racontent un peu ça. Je trouve que ça aurait été bien placé dans ce film-là. Qu'on n'ait pas le point de vue de Batman là-dessus, mais qu'on ait d'abord le point de vue du Joker et surtout de Harley Quinn là-dessus. J'aurais trouvé ça très très intéressant avant de réutiliser ça dans un film futur. Bon, ils sont pas à ce niveau d'écriture-là en termes de relation entre les films. On verra ce que ça donne. C'est un peu le bordel pour l'instant d'ici, hein. Même si je fais partie de ceux qui défendent Batman vs Superman, je suis le premier à concéder que c'est aussi le bordel. Et qu'il y a beaucoup de mauvaises idées pour les films suivants qui sont introduites dans Batman vs Superman et dans Suicide Squad. Bref. En tout cas, cette relation du Joker et de Harley, moi, je l'ai trouvée assumée, cohérente. C'est le seul truc que j'ai trouvé qui globalement fonctionne dans le film. Je sais, il y a des grandes levées de boucliers, donc calmez-vous, tous ces... Pose ce flingue, ok ? Pose-moi ce flingue. Ouais, bah j'ai pas détesté le Joker. Je suis désolé, ouais, c'est pas la peine de me huer. J'ai pas détesté ce Joker, je l'ai même trouvé classe par moment. Effectivement, il fait chef de gang. Il est moins terrifiant que le Jared Leto, n'importe quoi. Que celui de Heath Ledger, il est moins cabotinard que celui de Jack Nicholson, mais je trouve qu'il a une personnalité. Par contre, tous les gens qui me disent c'est un Joker au rabais, il est naze, il est pas intéressant, je suis désolé. On peut pas aller aussi loin sur le personnage. On peut ne pas aimer l'orientation du personnage, mais on peut pas dire ça parce que tout simplement c'est un personnage secondaire.